Donc, j'appelle la communication suivante du professeur Romain Nico sur la chirurgie de l'articulation temporomandibulaire au cœur de l'harmonie des fonctions orofaciales. 15 minutes. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, je vais vous parler de chirurgie prothétique et de chirurgie fonctionnelle. Alors, l'articulation temporomandibulaire est une diarthrose paire et symétrique. Et il existe une interrelation entre cette articulation et l'occlusion dentaire. Et cette interrelation est sous la dépendance de nombreux facteurs comme le système condylodiscal, les muscles manducateurs ou l'architecture squelettique, comme l'a rappelé le professeur de Vauchel auparavant. L'ensemble étant garant de l'ensemble des fonctions orofaciales et notamment la mastication, la déglutition ou l'élocution. Alors, de nombreuses pathologies peuvent toucher cette articulation avec à la fois des désordres internes et puis des pathologies articulaires. Ces désordres internes, ils peuvent générer douleurs orofaciales, troubles fonctionnels, le tout aboutissant à la dégradation de la qualité de vie des patients. Vous voyez ici en chef de file de ces désordres internes une luxation discale antérieure irréductible, mais d'autres anomalies intra-articulaires peuvent être rencontrées comme des arthropathies dégénératives. On retrouve également, comme pour l'ensemble des articulations, des pathologies articulaires, comme des pathologies infectieuses, arthrite septique, des pathologies rhumatismales, notamment psoriasiques, et des pathologies idiopathiques. L'ensemble de ces pathologies pouvant avoir une relation avec l'occlusion dentaire, puisqu'elle diminue la dimension verticale postérieure. Il existe également des pathologies qui sont plutôt en addition, comme les pathologies tumorales, la chondromatose ou encore comme cet exemple d'hypercondylie mandibulaire en bas de de la diapositive. Alors, le chirurgien maxillofacial, il a à sa disposition tout un éventail de techniques médico-chirurgicales pour permettre de traiter ces pathologies et de répondre à la fois au contrôle des douleurs orofaciales, à l'amélioration des fonctions orofaciales et à l'optimisation de la qualité de vie des patients. Dans cet arsenal, il existe des techniques de chirurgie fonctionnelle par arthroscopie ou chirurgie ouverte, mais également des arthroplasties, soit conservatrices avec des, euh, des greffons, notamment le greffon chondrocostal ou l'arthroplastie prothétique. Il va également devoir résoudre des problèmes d'architecture faciale de façon à permettre une optimisation de la prise en charge et ça passe par ce qu'on appelle la chirurgie des bases osseuses, la chirurgie orthognathique. Alors, cette chirurgie, elle n'est pas à moindre risque, hein. Il existe pour la chirurgie fonctionnelle des risques propres à l'effraction de la capsule articulaire et notamment sa cicatrisation sous la forme d'une restriction capsulaire. Mais il y a également des risques iatrogènes liés au nerf facial, puisque vous voyez que ce nerf il chemine au travers de la face et donc que l'abord soit prétragien ou sous-angulomandibulaire, il convient de réaliser des chirurgies les moins invasives possibles pour éviter la lésion de ce nerf ou des structures vasculo-nerveuses plus profondes. L'ensemble de cette prise en charge, elle se réfléchit de façon palier par palier en identifiant d'abord les traitements les plus conservateurs et en aboutissant ensuite à une augmentation de l'escalade thérapeutique jusqu'à aboutir, le cas échéant, à des arthroplasties prothétiques. Alors, pour ce qui est de la chirurgie fonctionnelle, la grande difficulté, c'est de mettre en adéquation les doléances du patient, la clinique et l'imagerie de façon à poser la bonne indication. Parce que certains patients vont vous dire, bah, moi j'ai des douleurs, sauf qu'il faut bien se représenter ce que ces douleurs impactent dans leur qualité de vie, parce qu'ils ne se rendent pas forcément compte de tous les enjeux de la chirurgie. Il y a par ailleurs une nécessité de mettre en adéquation les attendus du patient sur cette chirurgie et les résultats potentiels de la chirurgie.
Alors, une des problématiques qu'on rencontre beaucoup, c'est qu'il y a 30% de patients asymptomatiques qui ont un désordre interne. Et donc, il faut bien identifier que cette imagerie, elle va être cohérente avec la pathologie, enfin avec la clinique du patient. Est-ce qu'elle va être bien latéralisée? Et est-ce que finalement, on ne se trompe pas de cible quand on va aller opérer cette problématique de désordre interne? Et on a des patients qui se situent dans une zone grise, qui est une zone où finalement ils ont des doléances, mais qui ne sont pas suffisamment significatives pour aboutir à une prise en charge chirurgicale, mais qui ne répond pas totalement à une prise en charge médicale. Et donc ces patients, finalement, ils sont suivis jusqu'à avoir une certitude que l'indication chirurgicale est correcte et pourra leur bénéficier. Alors, en chirurgie fonctionnelle, on peut débuter par des chirurgies de type arthroscopie, hein. Cette arthroscopie, elle est réalisée donc par voie prétragienne et elle a pour objectif de mettre en place un trocar de façon à mettre une caméra et visualiser l'intérieur de l'articulation. Cela permet d'identifier un stade d'inflammation intra-articulaire et de visualiser les désordres internes et par triangulation, ensuite, de mettre en place des micro-instruments qui vont permettre une adhésiolyse ou, la réalisation d'une discopexie éventuellement par voie arthroscopique. On peut également faire cette chirurgie fonctionnelle par voie ouverte. Dans ce cas, l'objectif est de replacer le disque articulaire dans une position qui est optimale. Euh, Cette chirurgie est réalisée par voie prétragienne et a pour objectif donc d'isoler le disque articulaire, de permettre de retrouver des mobilités en réalisant l'adhésiolyse. Et une fois que ce disque est identifié mobile, de le repositionner dans une position qui est fonctionnelle et qui permet à la fois une ouverture buccale correcte, mais une cinématique mandibulaire est également adaptée. Pour cela, on utilise des techniques mini-invasives avec le positionnement d'encre demi-tech qui vont permettre la recapture discale. Donc, vous voyez ici qu'on positionne une encre sur le versant postéro-externe du condyle mandibulaire dans l'axe du ptérygoïdien latéral qui s'insère en partie sur le disque mandibulaire et donc qui va ici permettre un montage dynamique qui restera mobile. euh, qui permettra une mobilité condylodiscale lorsque le patient appliquera des mouvements mandibulaires. Alors, cette chirurgie, elle peut aussi être osseuse. Je prends l'exemple ici des hypercondylies mandibulaires, hein, donc une hyperplasie de la zone des préchondroblastes qui, par chondrolyse, va former de l'os mandibulaire et des déformations osseuses. Cette pathologie, elle nécessite de réaliser une condylectomie. Alors, ici, une condylectomie haute, c'est-à-dire une résection qui est au-dessus de l'insertion du ptérygoïdien latéral et donc qui reste très fonctionnel et qui permet de stériliser la zone d'hypercondylie. Une fois que ce geste est réalisé, il est nécessaire de corriger les séquelles liées à cette hypercondylie, de façon notamment à harmoniser la symétrie de l'architecture faciale, de façon à permettre un bon fonctionnement mandibulaire. Vous voyez ici que cette hypercondylie droite a généré une asymétrie faciale franche, multidimensionnelle, qui reste difficile à corriger. Dans ces cas d'asymétrie importante, l'apport de la planification préchirurgicale assistée par ordinateur est fondamental et permet une optimisation des résultats dans une certaine mesure. Et donc, sont confectionnés, par exemple, pour ce cas,
des guides chirurgicaux qui permettent de faire des résections asymétriques, à la fois, comme vous le voyez, du maxillaire, puis de la mandibule et du menton, de façon à permettre de restaurer au mieux l'architecture faciale pour optimiser finalement le système manducateur qui pourra ensuite faire fonctionner correctement ces articulations temporomandibulaires. Alors, dans des cas plus avancés de destruction articulaire, s'envisage l'arthroplastie. Elle peut être réalisée avec des greffons chondrocostaux, notamment lorsque la fosse mandibulaire permet de recevoir un greffon chondrocostal. Dans ce cas, la côte est prélevée avec une partie osseuse et une partie cartilagineuse euh, qui va être conformée de façon à permettre de s'insérer dans la glène. Alors, vous voyez ici donc ce greffon chondrocostal droit. Euh, L'avantage de ce greffon, c'est qu'il peut être fonctionnalisé et donc on peut réinsérer le disque cartilagineux euh, euh, on peut réinsérer le disque cartilagineux sur le greffon chondrocostal, ce qui permet en fait d'avoir une attache du ptérygoïdien latéral sur ce greffon et donc d'optimiser les mouvements mandibulaires du patient, puisque ce, euh, ce muscle ptérygoïdien latéral va permettre les latéralités, notamment de la mandibule. Alors, dans des cas plus avancés, notamment d'ankylose temporomandibulaire, qui est une autre pathologie spécifique de l'articulation temporomandibulaire, on ne peut pas faire de greffon chondrocostal et on est obligé d'envisager des arthroplasties prothétiques. Dans ce cas, la résection du bloc d'ankylose, vous voyez, de fusion entre la mandibule et le crâne, est l'étape initiale et elle permet de réaliser euh, le plan dans lequel va être mise en place la fosse mandibulaire. Le réglage de ces prothèses est complexe et doit aboutir à une occlusion dentaire optimale. Euh, c'est pour ça que la plupart du temps, ce geste est réalisé avec un blocage maxomandibulaire qui permet de verrouiller l'occlusion et d'adapter la prothèse en onlay sur le ramus mandibulaire. De nombreux paramètres sont à prendre en compte de façon à optimiser le positionnement de ces prothèses, d'avoir une occlusion dentaire satisfaisante, d'éviter le nerf alvéolaire et de permettre une mobilité correcte bilatérale des articulations temporomandibulaires. Pour ce faire, le chirurgien opère avec des abords doubles, un abord facial prétrachien qui permet de gérer la partie de la fosse mandibulaire et la relation entre le condyle mandibulaire prothétique et la glène, et une voie d'abord sous-angulo-mandibulaire qui, elle, permet de réaliser l'ostéosynthèse de la partie condylienne. Alors, une fois que le chirurgien a identifié avec des sizers le bon positionnement des pièces, il peut ensuite mettre en place la prothèse de façon bicompartimentale avec une fosse qui est souvent en polyéthylène et un condyle mandibulaire qui est de plus en plus en titane. En titane. Alors, comme vous voyez, les abords ne sont pas forcément très larges et ça nécessite d'avoir une bonne idée de l'anatomie du patient de façon à être certain que les critères de positionnement du condyle mandibulaire comme de la glène sont corrects. Vous voyez ici le positionnement du condyle mandibulaire par voie cervicale, puis on va aller par voie prétragienne vérifier qu'on a positionné correctement, vous voyez, la tête condylienne dans la glène avant de réaliser l'ostéosynthèse. Cette ostéosynthèse, elle nécessite souvent des petits réglages. Vous voyez, donc là, on vérifie le bord postérieur du ramus, qui est un de nos critères et qui va permettre
de positionner correctement le condyle mandibulaire. Ce qu'on cherche finalement à obtenir, vous voyez, c'est à l'ouverture buccale un condyle mandibulaire qui arrive à l'aplomb de la lèvre antérieure de la prothèse, tandis qu'en chirurgie fonctionnelle, on cherche à obtenir un montage qui est dynamique avec, quand vous avez une ouverture buccale, un condyle mandibulaire qui arrive à l'aplomb du condyle temporal avec une interposition du disque articulaire entre les deux. Au total, les patients retrouvent une ouverture buccale qui est satisfaisante, voire des petites latéralités malgré l'absence de ptérygoïdien latéral dû à l'adaptation du système stomatognatique. Le tout pour obtenir une optimisation de la qualité de vie des patients, à la fois dans l'alimentation, la parole, mais également dans la gestion des douleurs ou des activités sociales. Je vais terminer rapidement sur les arthroplasties prothétiques tricompartimentales. Dans certains cas, notamment en cas d'effraction de la base du crâne, on peut être amené à utiliser des prothèses tricompartimentales, souvent sur mesure, qui ont pour objectif finalement d'interposer une base du crâne en titane qui va permettre d'obturer la base du crâne et surtout de ne pas avoir à retoucher à cette zone en cas d'éventuel changement de la prothèse ultérieure, puisque c'est la partie intermédiaire qui, elle, étant polyéthylène, qui est fixée sur cette grille titane, qui pourra être changée le cas échéant. L'avantage de ces prothèses sur mesure, c'est qu'elles permettent une bonne adéquation entre la prothèse et le ramus mandibulaire, et donc un positionnement qui est optimal, sans alésage, et puis un bon contrôle du positionnement des vis, sachant que les vis les plus postérieures sont vraiment très proches de la boîte crânienne. Ça permet également d'imaginer la possibilité d'avoir des lèvres antérieures ou postérieures plus adaptées et donc d'optimiser l'ouverture buccale des patients. Toutefois, il faut bien garder à l'esprit que ces patients peuvent avoir des asymétries fonctionnelles puisque certains muscles ont été amputés lors de la chirurgie. Le chirurgien finit par une approche multimodale et peut avoir recours, donc doit avoir recours à la kinésithérapie oromaxillofaciale et certaines techniques de toxines botuliques de façon à optimiser les résultats fonctionnels des patients pour finalement une chirurgie qui est également, comme on l'a vu dans le topo précédent, une chirurgie qui s'effectue dans le temps et qui associe un temps articulaire, un temps global sur l'architecture faciale et un temps musculaire par la suite. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors voilà qu'on met des prothèses, après avoir mis des prothèses de hanches, de genoux, petit à petit on arrive. Alors moi, il y a quand même une chose que je voulais souligner d'emblée, c'est que la spécificité de l'articulation temporomandibulaire, c'est d'une part, effectivement, comme au niveau du genou, l'une de ces trois articulations qui possède un ménisque, et puis surtout, c'est une articulation qui fonctionne, comme on dit, en bige. Autrement dit, d'un côté, quand elle fonctionne, de l'autre côté, elle fonctionne également. Comment peut-on concevoir dans l'esprit alors, que l'on ne puisse intervenir que d'un seul côté, n'est-ce pas, sachant que de toute façon, il va y avoir quelque part une incidence du côté contralatéral. Alors, il y a nécessairement une incidence du côté contralatéral et c'est pour ça qu'effectivement, on optimise au mieux avec la kinésithérapie et la gestion multimodale, notamment avec l'utilisation des toxines pour adapter et aider le système stomatognatique à s'adapter. Mais effectivement, le fait de faire une prothèse unilatérale, ça verrouille les latéralités de toute façon de l'autre côté. À ceci près, quand même, vous l'avez vu dans la vidéo, la patiente qui a une prothèse bilatérale et qui arrive quand même à minima à faire des latéralités, parce que le système stomatognatique est heureusement bien constitué et permet de compenser dans une certaine mesure l'absence de ptérygoïdien latéral. Mais oui, c'est un des griefs de cette chirurgie. Docteur Rosenbaum. Euh, Bonjour. Utilisez-vous justement dans cette articulation complexe la projection 3D et les imprimantes 3D justement pour avoir une simulation de la mobilité dans le temps? On parlait des déséquilibres de mâchoire.
et également dans la réalisation d'une prothèse sur mesure, justement. Alors, effectivement, là, comme je l'ai montré sur la fin du diaporama, on peut utiliser effectivement des techniques de planification préchirurgicale. Alors, ces techniques, elles sont très bien pour constituer des prothèses sur mesure qui vont permettre effectivement un meilleur positionnement. Il faut quand même savoir que actuellement, le sur-mesure, finalement, a une précision qui est très importante, mais qui reste parfois un petit peu imprécise sur l'occlusion dentaire. Donc, on a souvent des retouches quand même à faire, quel que soit le sur-mesure, que ce soit pour de la chirurgie orthognathique ou pour des prothèses, de façon à obtenir vraiment le résultat qui soit le plus satisfaisant possible. Après, pour les planifications, elles n'intègrent pas les conditions limites du patient, c'est-à-dire les conditions musculaires propres au patient. Il y a finalement une variation très importante entre l'activité musculaire de tel ou de tel patient. Et donc, finalement, à ce jour, elles n'ont qu'un rôle, finalement, de conception d'un dispositif dans sa morphologie plus que dans son aspect fonctionnel. Merci beaucoup.